guys et bienvenue sur The Handsome Lesson. Alors le cours aujourd'hui c'est les purines. Et tout d'abord je vais vous parler des acides nucléiques en général, ou les nucléotides. Alors à quoi ça sert les acides nucléiques? Alors on a par exemple l'ATP. L'ATP c'est une molécule riche en énergie, tout le monde connaît ça. D'où elle ramène l'énergie, c'est dans les mitochondries qui va pouvoir lui procurer cette énergie avec certaines réactions d'oxydation dont je ne parlerai pas maintenant. Mais c'est pour faire ça simple. Et ensuite, elle va aller dans des réactions qu'on appelle exergoniques, c'est-à-dire que c'est des réactions qui sont thermodynamiquement non favorables et qui ont besoin d'une énergie extérieure pour se faire. Contrairement aux réactions entergoniques qui n'ont pas besoin d'énergie extérieure et qui peuvent se faire spontanément, d'accord? Alors bon, ça à quoi ça sert l'ATP? Les nucléosides en général, on peut utiliser ça comme des seconds messagers. Par exemple, on a une hormone qui va venir, qui va se couper à son récepteur. Après, on va avoir des seconds messagers qui vont aller dans le noyau, des trucs comme ça. Et certains de ces seconds messagers, par exemple, c'est des nucléotides. Par exemple, l'AMP cyclique, pour vous donner un exemple, le GMP cyclique, il y a plein de trucs comme ça. Ça, c'est juste pour vous voyez un petit peu à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a aussi, les nucléotides sont aussi utilisés pour faire de l'ADN, par exemple, ou pour faire de l'ARN. Et à partir de l'ADN, on fait de l'ARN, voilà, par exemple. Et à partir de l'ARN, on fait des protéines, par exemple. Les protéines pour faire le cytoskeleton le cytosquelette, désolé, de la cellule, pour faire plein de trucs, pour la sécrétion, pour les cellules qui sécrètent, par exemple, les imogènes dans le pancréas, pour vous donner un exemple. Enfin bon, ça sert à beaucoup de choses dans la cellule. La cellule, elle mourrait si on n'avait pas ces nucléotides. Donc on en a vraiment besoin pour énormément de choses. Donc voilà pourquoi c'est très important, il faut bien les comprendre. Donc, qu'est-ce que je vais parler? Alors, où ils sont faits ces nucléotides? Alors, la synthèse de novo des nucléotides se fait majoritairement dans le foie. Mais il y a un petit truc, c'est que même la dégradation se fait dans le foie. Alors, comment ça marche? C'est-à-dire que les nucléotides sont faits dans le foie, ils sont dégradés mais peuvent être sauvés dans les tissus périphériques. Et spécialement le cerveau qui utilise beaucoup de nucléotides, qui utilise beaucoup d'énergie et tout ça. Vous savez qu'il utilise beaucoup de glucose et d'énergie. Donc, elle peut être dégradée dans le foie et partir dans le cerveau, par exemple. Là-bas, ils vont être sauvés. Et je dois vous faire tout un cours sur comment elles sont sauvées. On parle de salvage en anglais. Donc, on a aussi le renouvellement cellulaire. Le renouvellement cellulaire, c'est par exemple l'épidermis qui va se renouveler. On a des cellules souches qui vont refaire des cellules pour que se renouvellent, tout simplement. Ou bien dans les entérocytes, l'épithélium qui forment les entérocytes, ils vont aussi se renouveler. Et dans ce renouvellement, on va avoir des bases puriniques et des bases pyrimidiques qui vont être relâchées par ces cellules qui vont être détruites puis renouvelées. Donc on peut réutiliser ces purines pour pouvoir refaire des nucléotides, pour pouvoir refaire l'ADN, des nouvelles cellules, etc. D'accord? Et ça, c'est juste pour vous donner des exemples. Puis je vais aller loin dans les cours, vous allez comprendre. Alors il y a un truc à savoir, un petit point dont je vais parler tout de suite. Quand on a une diète qui est riche en aliments, qui sont riches en acides nucléiques, on peut avoir des problèmes. Alors c'est pour ça que je vais en parler. Donc ces aliments-là sont par exemple le foie, le poisson, les asperges, les haricots. Alors tous ces aliments-là sont riches en acides nucléiques. Donc ils vont être digérés à partir de la bouche, l'œsophage, l'estomac, ensuite dans l'intestin. Et dans l'intestin, ils vont entrer dans les entérocytes. Dans les entérocytes, les pyrimidines, il n'y a aucun problème. Ils vont être repris tels quels par les tissus. Ils vont être sauvés, comme j'ai parlé tout à l'heure. Comme j'en ai parlé tout à l'heure. Mais les purines, par contre, vont être catabolisées en acide urique. Et le problème de l'acide urique, c'est que si vous en prenez beaucoup trop à long terme, l'acide urique va s'accumuler dans le sang. Ensuite, il va se déposer dans les articulations. Par exemple, les articulations du genou ou l'articulation de l'hallux, par exemple, où on a des grosses douleurs. Ça c'est un des symptômes de la goutte. Donc voilà, on a la goutte, tout simplement. C'est un des risques de la goutte. Mais bon, ça arrive rarement. Il faut avoir déficience sur certains enzymes, par exemple, dont je parlerai dans un autre cours, ou bien des problèmes avec le rein, les insuffisances rénales, ou des choses comme ça pour que vraiment ça arrive. Mais voilà, je voulais en parler, parce que les purines ne sont pas sauvées. Elles sont faites tout simplement dans le foie, elles sont détruites dans le foie, elles sont distribuées dans les autres tissus, des trucs comme ça, d'accord? C'est pour vous compreniez bien. Donc, maintenant, je vais vous faire un petit rappel. Vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai parlé des purines. Alors les purines, comment elles sont faites? On a la glycine qui va donner un azote et 2 carbone. Et on a le tétrahydrofolate, on en a 2 qui vont donner 2 carbone. Le glutamine qui va donner 2 glutamines qui vont donner 2 azotes. Un aspartate qui va donner un azote. Et un dioxyde de carbone qui va donner un carbone. D'accord? Alors, pourquoi je vous ai rappelé ça? Parce qu'après je vais vous montrer étape par étape comment on construit ces 2 anneaux des purines. D'accord? Donc vous devez vous rappeler de ça. Je vais utiliser ça tout à l'heure.
Donc on va commencer avec la synthèse des purines. Alors aujourd'hui c'est la synthèse des purines. On fera la synthèse des pyrimidines une autre fois. Donc on a le shunt HMP. J'en avais déjà parlé la dernière fois. C'est à partir du glucose 6-phosphate. Alors on a le glucose qui va dans la circulation, qui est en grande quantité. Il va aller dans le foie. Mais quand il rentre dans le foie, ce glucose, il ne peut pas rester dans le cytosol. On a besoin de le capturer. Et pour le capturer, on a une enzyme qui s'appelle la glucokinase. La glucokinase va rajouter un phosphate dans la position 6 du glucose et on va avoir du glucose 6-phosphate. Et le glucose 6-phosphate va rester dans le cytosol. Et il peut aller dans la glycolyse. Mais il peut être shuté, dévié de ces glycolyses et partir dans le shunt HMP. Ce shunt HMP, je vais faire tout un cours sur lui. C'est pour ça que j'en parle pas beaucoup maintenant. Et on va avoir du ribose 5-phosphate. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ce ribose 5-phosphate? Nous, on veut du phosphoribosé pyrophosphate. Pourquoi? Parce que le phosphoribosé pyrophosphate, c'est un donneur de pentose. Il est activé pour donner ce pentose ribose, ce que vous voulez l'appeler. Le carbohydrate pour pouvoir faire les purines et les pyrimidines. D'accord? C'est lui qui le donne. Donc on en a absolument besoin. Donc comment on va faire? À partir du ribose 5-phosphate, dans la position 5, on va avoir le phosphate. C'est pour ça qu'il s'appelle ribose 5-phosphate. D'accord? On va avoir une enzyme qui s'appelle PRPP synthétase. Quand on dit synthétase, c'est une enzyme qui va condenser deux molécules mais qui a besoin d'énergie extérieure. On appelle ça la réaction exergonique. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc on a besoin d'ATP ici. Donc l'ATP va être utilisé. On a besoin aussi d'un cofacteur, le magnésium. Bon, par exemple, c'est pour faire des réactions dans les enzymes, ça va aider pour pouvoir replacer certains carbones et rajouter des phosphates et tous ces trucs-là. Bon, il faut faire un cours sur les enzymes, comment ça marche pour que vous compreniez vraiment. Mais bon, là, ne retenez pas ça pour l'instant. Juste que quand vous voyez synthétase, il y a besoin d'énergie pour condenser deux molécules. Alors là, en l'occurrence, on va condenser le ribose 5-phosphate avec les deux phosphates qui viennent de l'ATP. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir le PRPP. Pourquoi on appelle ça PRPP? Parce que phosphoribosyle, voilà le premier phosphate en rouge. Pyrophosphate, voilà les pyrophosphates. Il y a deux phosphates qui sont liés, on appelle ça un pyrophosphate. D'accord? Alors lui, il est activé, il peut donner son ribose, il peut donner le sucre pour faire des purines. D'accord? C'est à ça qu'il sert. Mais cette enzyme, elle est inhibée par les plurinucléotides, c'est-à-dire qu'on a trop de nucléotides, on ne veut pas faire plus de nucléotides. D'accord? Donc, s'il y a trop de nucléotides qui s'accumulent, elle va être inhibée pour qu'on n'ait pas ce PRPP parce qu'on n'en a plus besoin. Mais elle va être stimulée par le phosphate. Si le phosphate est libre, c'est-à-dire qu'on a de quoi faire des nucléotides, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez. Donc c'est un message de la cellule pour dire qu'on n'a pas assez, donc on active cette cellule pour commencer à faire des nucléotides. Donc maintenant on prend ce PRPP. Ce PRPP peut faire des purines et peut faire aussi des pyrimidines. À la différence que pour faire des purines, on commence par PRPP. À partir de PRPP, on commence à construire les anneaux de la purine. Mais pour les pyrimidides, c'est totalement différent. C'est que la pyrimidine, on fait d'abord les anneaux, on fait d'abord ça, ensuite on rajoute le sucre. Donc voilà la différence, pour vous sachiez dès maintenant. Je ferai un cours sur la pyrimidine après. Donc les purines, on a le PRPP. Le PRPP, on va enlever le pyrophosphate, on veut enlever le pyrophosphate et mettre un groupe amine à la place. Alors l'enzyme qui va faire ça, c'est la glutamine phosphoribosyle pyrophosphate aminotransférase. Pourquoi on appelle ça comme ça? Parce qu'on va prendre la glutamine, et on va enlever le groupe amine de la glutamine, et on va enlever les pyrophosphates, et on va le remplacer par le groupe amine qu'on va prendre la glutamine. Et le glutamine, le groupe amine, c'est le glutamate, tout simplement. C'est juste des acides aminés, tout simplement. Voilà le premier glutamine qu'on va utiliser qui est là-bas. Donc là, on va avoir le 5-phosphoribosylamine. Le 5-phosphoribosylamine a un groupe amine. Par rapport à PRPP, tu enlèves le pyrophosphate, tu mets un groupe amine ici, tout simplement. Okay, c'est pas très compliqué. Donc, et cette enzyme, la glutamine GPAT, on va l'appeler GPAT, je vais pas essayer de répéter à chaque fois, elle est stimulée par PRPP. C'est-à-dire que plus on a de PRPP, c'est-à-dire que plus on veut faire de nucléotides, donc plus on va en faire, hein, tout simplement. Donc plus il y a de PRPP, plus elle est utilisée par l'enzyme pour pouvoir faire des nucléotides, des plurinucléotides. Purinique, je sais pas, on dit ça comme ça. Et elle est inhibée par les produits finaux, par l'AMP, IMP, GMP, ici, dont je vous parlais tout à l'heure, elle inhibe cette enzyme. On parle ça d'un rétrocontrôle négatif. Voilà, j'avais oublié le mot pendant que je le disais. Donc, là je parle de drogue, azatioprine, cisplacotoprine, je parlerai à la fin de la vidéo. J'en parle pas maintenant, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Donc maintenant, on va continuer. Alors cette enzyme, franchement, vous ne devez pas vous en rappeler, je l'ai mis juste pour que vous voyez comment ça se construit. On appelle ça la GAP synthétase. Alors, synthétase, encore une fois, on condense deux molécules en besoin d'énergie. Quelle est la molécule qu'on condense? Glycine, ATP pour l'énergie. Et la glycine, voilà, la glycine qu'on a utilisée. Et comme vous voyez ici, la glycine va donner un azote et deux carbones. Et bien voilà, deux carbones et un azote. Et comme vous voyez, voilà le premier amine, voilà le premier carbone, voilà le deuxième carbone, voilà notre amine. On commence à construire petit à petit
notre purine, d'accord? Notre base azotée. La base azotée commence à se construire petit à petit. C'est comme ça qu'on a fait. On a commencé par là et on continue petit à petit. C'est pour ça que je ne vais pas mettre les autres étapes. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque un autre glutamine, par exemple. Alors, on le rajoute avec d'autres étapes, d'autres enzymes et tout ça, donc vous n'avez pas besoin de les savoir. Même moi, je ne les connais pas. On va rajouter aussi l'aspartate, on va rajouter le dioxyde de carbone et on va rajouter 2 tétrahydrofolate, N10 formyle, d'accord? Les N10 formyle, c'est pour les purines et pour les pyrimidines, on va utiliser le N5 et N10 méthylène, je crois. Tétrahydrofolate, d'accord? Mais ça, c'est pas important, j'en parlais dans une cours sur les folates. Donc, et on va avoir le résultat final, on va avoir une base. Et c'est l'hypoxanthine dont je vous ai parlé dans le dernier cours. Comme vous pouvez la reconnaître ici, c'est 2 anneaux avec 2 azotes et 1 oxygène ici. Donc c'est hypoxanthine. Si on avait un amine ici à la place de l'oxygène, on aurait appelé ça la guanine. D'accord? Et si on avait juste un amine et son oxygène, on aurait appelé ça l'adénine. Vous devez voir le dernier cours. Et là, c'est le ribose 5-phosphate, c'est celui-là, le ribose 5-phosphate. Son satellite là, ribose 5-phosphate. J'ai juste réécrit parce que ça prenait trop de place, j'avais la flemme de redessiner. Donc, on a l'inosine monophosphate. C'est un nucléotide qu'on appelle l'inosine monophosphate parce qu'il y a un phosphate, un sucre et une base azotée qui est l'hypoxanthine. D'accord? Maintenant, à partir de cette IMP, inosine monophosphate, on a envie de faire l'AMP et le GMP parce qu'on en a besoin pour faire de l'ADN, par exemple, plein de trucs. Bon, bref, vous avez compris, j'en ai parlé au début. Donc, pour faire l'AMP, on a besoin de 2 enzymes. La première enzyme, c'est l'adénylosuccinate synthétase. Alors, pour faire synthétase, encore 2 molécules et avec de l'énergie. Là, ce n'est pas en forme d'ATP, c'est en forme de GTP. On va prendre l'aspartate et on va prendre le GTP, l'énergie du GTP, et on va faire une molécule, l'adénylosuccinate. En l'occurrence, ça va être la base qu'on va faire. Sauf qu'il va y avoir du fumarate. On va voir cet azote de l'aspartate, mais il va donner aussi du fumarate. C'est comme si on avait du fumarate ici, et ensuite on a l'azote. Et nous, on veut juste l'azote qu'on a rajouté pour pouvoir faire l'adénine plutôt. La base, je parle de la base maintenant. Donc, la deuxième enzyme qui va être activée, c'est l'adénylosuccinate liase. L'adénylosuccinate liase, elle va enlever ce fumarate qui est en plus. Et donc là, à la place, on aura juste l'azote, par exemple. D'accord? Et quand on a juste l'azote, vous savez tous que c'est l'adénine. Et vu que c'est un nucléotide et qu'il y a un ribose 5-phosphate, c'est l'adénosine. Oui. Donc, le fumarate, il va être utilisé dans le cycle de Krebs pour faire la phosphorylation oxydative. Là-bas et tout ça, j'en parlerai dans un autre cours, d'accord? Et juste rappelez-vous un petit peu de ce fumarate, il est important. Et donc on va avoir de l'AMP. Et l'AMP, elle a un rétrocontrôle négatif sur l'adénylosuccinate synthase. Et elle a aussi un rétrocontrôle négatif sur la G-BAT. Comme vous voyez, tout est régulé. Toutes les étapes sont régulées par les produits. Ensuite, on va faire du GMP. Comment on va faire le GMP? Alors à partir de l'IMP, on va avoir encore 2 enzymes. Alors, la première enzyme, c'est l'IMP déhydrogénase. Alors comment elle va? Désolé. Comment elle marche l'IMP déhydrogénase? C'est-à-dire qu'elle va enlever 2 hydrogènes, 2 atomes d'hydrogène, 2 H. Et 2 H, c'est 2 H+, plus 2 électrons. Pourquoi? Un atome d'hydrogène, c'est un proton et un électron. Donc si on en a 2, c'est 2 protons et 2 électrons, tout simplement. Et on va enlever ces 2 protons et 2 électrons, on va leur donner un transporteur, la nicotinamide adénine dinucléotide, ça s'appelle. J'en parlerai dans d'autres cours qu'on va faire avec glycolyse et tout ça, c'est très important. Et la NAD+, plus 2H, pas 2H+, ça veut dire plus 2H+, plus 2E-, si vous préférez, ça va faire NADH plus H+. Et là, on va avoir un oxygène qui va être rajouté, d'accord? Et on va avoir le XMP, la xanthosine monophosphate. En gros, ça va être O ici, et un autre oxygène ici. Ça ne fait aucun sens pour l'instant, parce que ça n'a rien à voir avec la GMP. La GMP, c'est la prochaine étape. La prochaine étape, c'est la GMP synthétase. Dans la GMP synthétase, là encore, on va avoir 2 molécules. Ça va être la glutamine, avec de l'ATP parce qu'on a besoin d'énergie, qui va donner du glutamate parce qu'on a enlevé l'azote. Et donc l'azote, on va le rajouter à la place de l'oxygène qu'on avait mis juste avant, parce que bon, c'est une étape qui est obligatoire juste avant à faire avec cette IMP déhydrogénase. Et on va obtenir le GMP, d'accord? Alors voilà. À partir du PRPP, on a construit petit à petit notre base azotée, et à partir de cette base azotée, on a fait les 2 autres nucléotides qui sont l'AMP et GMP. Et donc là, on a le GMP, IMP, AMP. Voilà comment on les a tous les 3. Donc c'est tout. Maintenant, on va parler des drogues, des médicaments qui vont intervenir dans ces étapes. Là, on va parler de pharmacologie, tout simplement. Comment on lit la biologie. La biochimie avec la pharmacologie maintenant. Donc je vais vous parler de la plus facile pour commencer, la ribavirine.
La ribavirine, c'est contre l'hépatite C. L'hépatite C, c'est un virus ARN, c'est-à-dire qu'il va entrer dans la cellule, qui va donner son ARN dans le noyau de la cellule hôte qu'elle a attaquée. Cet ARN va se répliquer et en se répliquant, il va aussi être traduit en protéines. Et les protéines plus la réplication les répliquer vont faire de nouveaux virus qui vont repartir pour pouvoir infecter d'autres cellules. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire cette ribavirine? Elle va inhiber l'IMP déhydrogénase. Qu'est-ce qui va se passer? On ne va plus avoir de GMP. Si on n'a plus de GMP, ce qui va se passer, c'est que cette cellule, l'hépatite C, ne va plus pouvoir se répliquer son ARN. On ne sait pas exactement pourquoi, mais c'est comme ça, c'est l'effet que ça a. C'est une des hypothèses comment cet organe marche. Voilà, c'est une hypothèse pour l'instant, mais c'est ce qu'on pense. On pense que ça marche comme ça. Donc, moins on a de GMP, moins l'ARN peut se répliquer, donc moins on va avoir de virus qui vont se développer. Donc c'est comme ça qu'on arrête le développement de l'hépatite C, par exemple, avec ce médicament. D'accord? Maintenant, je vais en parler d'un autre médicament. Le mycophénolate, qui est utilisé pour la rejection des grafts. Alors, c'est par exemple qu'on va... des greffes, désolé. Donc, on va greffer par exemple un rein, c'est ce qu'on va greffer le plus souvent. Quand on va greffer un rein, il a des antigènes de soi. On appelle ça HLA. Et ces antigènes, ils vont déterminer la personne. C'est-à-dire que notre système immunitaire, il est habitué à certains antigènes qui est à nous. C'est pour ça que notre propre système immunitaire ne nous attaque pas nous-mêmes, parce qu'on a nos propres antigènes qu'elle reconnaît. On appelle ça la self-tolérance. La tolérance de soi, je crois, en français. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va greffer l'organe de quelqu'un d'autre, il est possible que notre système immunitaire reconnaisse ces antigènes de soi et les attaque. Et s'il attaque l'organe greffé, il y a une ischémie, l'organe va mourir, il faut l'enlever, tout simplement. Donc, on veut éviter ça. Donc, déjà, avant de faire la greffe, on va voir si les antigènes de soi de la personne chez qui on va greffer correspondent aux nôtres le plus possible avant de pouvoir greffer l'organe. Ça, c'est pour le rein majoritairement qu'on fait ça. Pour le corps, on n'a rien à foutre, on met parce que c'est en urgence. Donc, on ne fait pas attention à ça, mais on donne ce genre de drogue directement. Tacrolimus aussi et d'autres drogues comme ça. Enfin bref. Donc, on donne ce mycophénolate qui va inhiber l'IMP déhydrogénase. Et donc, on n'aura plus de GMP. Et pourquoi on fait ça? On fait ça pour que les lymphocytes T ne se multiplient pas, les lymphocytes B ou les lymphocytes T. Parce que c'est les cellules médiatrices et les cellules effectrices qui vont attaquer cet organe. On va avoir les CD4+, ou bien les CD8+. CD8+, c'est les tueurs, et les CD4+, qui vont envoyer des cytokines pour faire une inflammation dans les vaisseaux, par exemple, de l'organe greffé, de l'attaquer, d'accord, tout simplement. Mais ça, je parlerai ça en immunologie. C'est juste pour vous expliquer. Donc, vu que ces lymphocytes ne peuvent plus se proliférer, donc on va donner une sorte d'immunodéficience pour que l'organe reste à sa place, pour qu'il ne soit pas attaqué, tout simplement, d'accord? Donc voilà à quoi ça sert les mycophénolates, à quoi ça sert la ribavirine, je vous ai parlé. Maintenant, on va parler de l'azathiopryne et de la 6-mercaptopurine qui vont inhiber le GPAT. Alors ça, c'est le plus grand effet qu'elles ont. Elles ont d'autres effets aussi, mais ça, c'est le majoritaire. Donc l'azathiopryne, c'est un précurseur de la 6-mercaptopurine, donc c'est la même chose, ok? On va pas peine vous compliquer la vie. Le 6-mercaptopurine, il est comme l'hypoxanthine. Alors la cellule, le corps, il pense que c'est l'hypoxanthine. Ça lui ressemble tellement qu'il pense que c'est l'hypoxanthine. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va inhiber la synthèse de novo des purines. Et comment elle va faire ça? C'est-à-dire que l'azathiopryne va être transformée en 6-mercaptopurine, donc bien dans la 6-mercaptopurine directement, un des deux. Et celle-là va être prise par la HGPRT, l'hypoxanthine guanine phosphoribosyltransférase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parce que je vous ai parlé de sauver les purines. Quand les purines, on a le renouvellement cellulaire, par exemple, des cellules de la peau, des entérocytes, ou bien dans le foie, la dérégradation qui va se faire des nucléotides. On va voir, par exemple, dans le cerveau, un sauvetage, ou bien dans les lymphocytes, un sauvetage de ces purines. Et on va prendre juste la base azotée et on va rajouter un PRPP directement dessus pour le sauver et refaire un nucléotide, d'accord? C'est à ça que ça sert le HGPRT. Et donc ce 6-mercaptopurine, il va faire genre, c'est comme l'hypoxanthine. Donc, il va s'accumuler dans la cellule, dans les lymphocytes, parce que là, ils vont être utilisés pour certains cancers du sang et dans la maladie de Crohn. La leucémie lymphoblastique aiguë, voilà. Et la maladie de Crohn. La leucémie lymphoblastique aiguë, c'est des lymphocytes qui vont se multiplier, et on a tellement que ça massacre tout dans la route, ça prend tout le nutriment et tout ça dans la moelle osseuse, etc., etc. Je ferai un cours sur les cancers, et là je parlerai de ça plus en détail. C'est juste pour comprendre que c'est cette prolifération des lymphocytes qu'on veut arrêter. Et dans la maladie de Crohn, c'est une maladie auto-immune.
on dit que c'est une mutation génétique des récepteurs NOD2, par exemple, dans les cellules immunitaires qui vont attaquer nos bactéries commensales, c'est-à-dire que c'est des bactéries qui nous permettent de vivre mieux parce qu'elles permettent de dégrader certains nutriments dans les entérocytes et nous permettent de nous sauver contre certaines bactéries qui sont mauvaises. C'est pour ça qu'on donne des antibiotiques dans l'hôpital, on a certaines maladies avec le Clostridium difficile par exemple, etc. etc. Mais là, je rentre trop dans les détails, ça ne sert à rien. Donc on veut tout simplement donner une certaine immunodéficience. Et pour que les cellules déjà ne se multiplient plus dans le cancer et dans la maladie de Crohn, elles arrêtent d'attaquer les intestins et tout ça. D'accord? Donc, où j'en étais? Le 6-mercaptopurine va être pris par la HGPRT et elle va être transformée en 6-thionosinique acide, l'acide 6-thionosinique. Ok, d'accord? Et cet acide 6-thionosinique, il va inhiber le GPAT. Et si on inhibe le GPAT, on va pas avoir d'AMP de GMP. Donc, les cellules vont pouvoir se diviser parce qu'ils ont besoin de diviser leur ADN et tout ça. Donc, elles vont mourir. Et donc, on va avoir l'effet qui est escompté. Escompté, ça dit ça? Recherché, d'accord? On va voir aussi d'autres effets. Elle va aussi inhiber la formation de l'IMP en AMP et GMP. Voilà, ça c'est un autre effet. Ou bien elle peut être convertie en thioguanine monophosphate. Ouais, je suis désolé, les noms, je les oublie un peu. Et ce thioguanine monophosphate peut être carrément incorporé dans l'ARN et l'ADN. Et s'il est incorporé dans l'ARN, les protéines ne peuvent plus se faire, donc la cellule va mourir. Et s'il est incorporé dans l'ADN, cet ADN est déficient, il ne sert à rien, et donc la cellule meurt. D'accord? Et donc c'est ça l'effet recherché. Je vais arrêter de dire escompté parce que je suis sûr que ça ne se dit pas. Et pour terminer, on a une interaction médicamenteuse. Voilà, vous avez déjà entendu parler des interactions médicamenteuses. En voilà une, un exemple très clair. Si on donne de l'allopurinol, il va inhiber la xanthine-oxydase. Et la xanthine-oxydase, c'est l'enzyme qui va catalyser les purines et qui va faire l'acide urique. Normalement, 90% des purines sont sauvées, comme dont je vous ai parlé tout à l'heure, la GPRT et tout ce truc-là. Il y a même d'autres enzymes, je vous en parlerai dans un autre cours. Mais cette xanthine-oxydase, elle fait de l'urique acide. Et si on a trop d'acide urique, pas d'urique acide, désolé, et si on a trop d'acide urique, on a la goutte. Je vous en ai déjà parlé. Donc si une personne elle a la goutte et elle a par exemple une leucémie, et qu'on lui donne ces deux drogues, il va falloir faire attention avec les dosages. C'est-à-dire qu'il va falloir diminuer le dosage de la 6-mercaptopurine parce que l'allopurinol va inhiber la xanthine-oxydase, donc on va avoir une accumulation de cette 6-mercaptopurine qu'on n'aurait pas en temps normal, par exemple au dosage normal qu'on donne aux autres patients. Ce qui fait que quand on donne de l'allopurinol, de la 6-mercaptopurine, si on devait donner 20 mg de 6-mercaptopurine, je dis ça complètement au hasard, il faut réduire ça et donner 10 mg à la place parce que l'effet va être plus grand. D'accord? Tout simplement. Voilà. Donc c'est tout. Le prochain cours, je pense que je vais parler du sauvetage des purines et tout ça. Je vais chercher comment on dit en français déjà, parce que c'est ça belge en anglais, en français je suis plus sûr. Donc, ensuite je vais parler des pyrimidines, comment elles sont faites et tout ça. Et le sauvetage des pyrimidines, on s'en fout, parce qu'il n'y a pas d'urique acide, d'acide urique ou des trucs comme ça avec les pyrimidines. Donc cliniquement parlant, ça ne sert à rien. Mais peut-être je vais en parler rapidement, si vous voulez vraiment savoir. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, j'ai parlé un peu de tout. Bon, j'espère que ça vous a plu, que vous avez compris. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, les commentaires. Sinon, donnez un pouce bleu et tous ces trucs-là. Bon, je ne vais pas trop dire ça, mais vas-y, je le dis parce que tout le monde le dit. Donc voilà, alors j'espère que vous avez compris et à la prochaine. Bye bye.